Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à la télévision depuis Kinshasa en RDC. Merci de nous préférer, merci de votre fidélité. Dans un instant, on poursuit le débat sur cette grosse actualité en fil rouge. Ces événements qui arrivent à la presse dans notre pays. Le sale temps pour la liberté de la presse en Guinée. Voici 2 semaines que celle-ci est malmenée, roudoyée donc dans l'œil du cyclone au pays du président de l'Union, le président en exercice de l'Union africaine. Au commencement, donc, ces folles rumeurs sur l'état de santé du chef de l'État attribué à tort au groupe de presse Gangan RTV. Dans la foulée, l'incarcération du coordinateur général de ce média et des violences exercées par des éléments de l'escadron numéro 3 de Matam sur un groupe de journalistes donc sérieusement rossés. Puis, comme l'eau de l'abjection, après une semaine de suspension infligée à Espace FM et à ses antennes de relais, l'inculpation hier du journaliste Moussa Moïse Silla, DG d'Espace TV, chroniqueur de cette émission, pour atteinte à la défense nationale. Son jugement programmé pour le 25 décembre prochain. Quelle lecture peut-on faire de ces événements? La liberté de la presse est-elle en danger en Guinée? Entre autres questions que nous nous posons. Vous avez suivi Mamadi Trouakaba dans la première partie de cette émission. Dans un instant, M. Boubacar Yassine Diallo, vice-président de l'INIDH, il est anciennement ministre de la communication, ancien président aussi du CNC, et un peu plus tard, M. Kyorno Suleiman Baldé, il est avocat de ces associations de presse qui s'apprêtent à déposer une plainte contre la gendarmerie tout à l'heure devant le parquet. À venir aussi vers la fin de cette émission, ces remous, ces agitations dans le secteur, le sous-secteur de l'enseignement préuniversitaire. On parle éducation depuis quelques jours, donc que des cours sont perturbés suite à un mouvement de grève d'une catégorie d'enseignants, donc du préuniversitaire. De nombreux élèves sont descendus dans les rues de Conakry hier. Ça continue encore ce matin pour crier leur mécontentement et réclamer le retour des enseignants dans les salles de classe, malgré le fait qu'elle a semblé avoir été minimisée au départ par les autorités en charge du préuniversitaire, malgré aussi les sanctions infligées au ténor du mouvement par l'USTG. Cette grève semble pourtant faire son effet. Qu'en est-il de son suivi et jusqu'où les syndicalistes comptent-ils aller dans ce bras de fer avec les autorités donc en charge du secteur de l'enseignement préuniversitaire? Monsieur Wamono, il est rapporteur, membre de la cellule de communication de ce mouvement de grève donc en cours dans le préuniversitaire. Nous l'aurons dans cette émission. Avant de poursuivre, on va faire lecture de quelques réactions sur cette plateforme GG au 87. Le code pénal n'a rien à voir dans cette affaire. Le supposé délit étant commis par voie de presse, c'est donc la loi L02 sur la presse qui s'applique. Il n'y a même pas matière à débattre. C'est Maître Simaka donc qui nous envoie ce message. On poursuit avec ses auditeurs. Bonjour, c'est Yaya Baguissa. Alpha et son gouvernement veulent museler toute la presse qui ne soutient pas le projet suicidaire du 3e mandat. Courage. Donc c'est Yaya Baguissa qui envoie ce message. Cette autre réaction, c'est faux. La loi organique sur la presse prévoit des infractions, la procédure et la peine d'amende. C'est un autre juriste donc qui envoie ce message. Mamadi Trouakaba donc qui est un peu mis à mal ce matin. Bonjour à vous, c'est Mamadou Lamarana Linsamba depuis Matoto. Vraiment, je suis fier, très fier de la presse guinéenne. Je vous souhaite un très bon courage. Bonjour mes chers, vous retiendrez avec moi que c'est 2 choses qui se préparent, soit un 3e mandat ou le remplacement par celui qui ne les inquiétera pas. On poursuit donc avec 2 dernières réactions. Bonjour, c'est Amadou Douria. Le FAMA national n'a aucun respect pour les médias guinéens. Cette dernière réaction, bonjour les voix du monde, ne vous découragez pas, les vrais vous soutiennent. C'est Lamine Barry Kerel donc qui envoie ce message. On poursuit avec vous, Moussa Moïse qui nous rejoint. Bonjour Moussa. Bonjour, état d'esprit, état d'esprit au top, comme d'habitude. Oui, le moral au beau fixe. Je pense que ce que j'ai vu hier comme mobilisation me galvanise, me réconforte. Je suis très très touché par la mobilisation que j'ai vue hier.
je vais le faire ce matin, encore une fois, pour présenter toutes mes condoléances à la corporation suite au décès de Omar Rafio Diallo. Absolument. Et je pense que ce qui m'arrive aujourd'hui ne m'étonne pas. Je m'attendais tôt ou tard à de telles pratiques contre ma personne ou contre tout autre journaliste dans ce studio ou ailleurs qui tient beaucoup à sa liberté de ton, qui tient à son indépendance et qui fouine. Et je pense que je vais répéter ce que j'ai dit hier. Moussa Moïse, ce n'est qu'un verre. Je ne peux pas assouvir la voracité de la machine qui est en branle. Cette machine-là, elle ne veut pas que m'avaler. Je ne suis personne, moi. Derrière moi, certainement, le groupe Adafo est dans le viseur. Derrière le groupe Adafo, c'est d'autres journalistes qui tiennent à leur indépendance, qui tiennent à leur liberté de ton, qui tiennent beaucoup à ceux qui font de même ce métier, c'est-à-dire se prendre des risques, aller fouiller, prendre des informations et informer le public, alerter les autorités afin qu'elles puissent agir. Moi, c'est de bonne foi que j'ai agi. J'ai agi dans ce sens-là. Je me suis dit, nous ne pouvons pas nous taire sur certaines réalités. Nous informons, nous mettons ces informations à votre disposition parce que de toutes les façons, j'ai trouvé banal tout ce qui a été écrit là-dessus. J'ai trouvé banal. Si c'était fait à dessein pour vendre une quelconque information à l'ennemi, quoique l'ennemi n'ait pas besoin qu'un journaliste parle à la radio pour attaquer un pays. Moi, je n'ai pas vu ça en 2001. On n'a pas attendu qu'un journaliste dans ce pays parle en 2000 pour qu'un journaliste parle pour qu'on puisse avoir ces agressions. On n'a pas attendu. J'ai agi de bonne foi. Je l'ai fait pour qu'on puisse, les pouvoirs publics puissent ouvrir les yeux sur certaines réalités dans les garnisons, sur certaines réalités à nos frontières. Est-ce que c'est mal d'alerter? Je me dis non. Alors c'est pourquoi je pense que ce qui est poursuivi, je ne suis pas poursuivi pour mes propos relatifs à l'armée nationale. Je suis poursuivi pour... Les intentions sont plus grandes. Exactement. Donc, je veux aussi profiter pour assurer ma source. Où qu'elle se trouve. Je mettrai, oui, dans le cas de cette enquête. Je sais qu'il y a plusieurs sources qui m'ont aidé dans ce genre de pratique-là. Mais, quel que soit ce qui arrivera, contre ma liberté, contre ma vie, je ne te livrerai pas. Je ne donnerai pas ton nom. Je ne donnerai pas ton identité. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma personne. C'est un peu la psychose qu'on fait régner dans la famille et autres. Parce que vous aurez beau passer la journée à expliquer le code pénal, la loi L02. Ma maman, Doumbouya Moussa, ne comprend pas ça. Elle entend juste prison. Elle entend juste incarcération. Ouais, donc, il faut la rassurer. Son fils n'ira pas du tout en prison. C'est juste cet aspect qui me choque. Parce que vous ne pouvez pas voir votre pauvre mère dans l'anxiété et vous en réjouir. Ouais. Si ça ne tenait qu'à moi, sincèrement, j'ai un moral d'acier. Et c'est arrivé la convocation à la veille du jour, j'ai décidé ici qu'au lendemain, j'allais faire un déballage sur Mandiana, sur le pont de Mandiana. C'est un autre gouffre financier. Moi, j'estime que quand on veut aider un régime, quand on dit qu'on aime le président Alpha Condé, ce n'est pas de jouer à l'hypocrisie, ce n'est pas de jouer au fanfaron, ce n'est pas de faire de la propagande, c'est de faire honnêtement le travail là où tu te trouves. S'il t'a nommé ministre, fais honnêtement ton travail. Tu n'auras pas besoin d'aller au siège du RPG. Tu auras rendu service au régime. Tu auras rendu service au président Alpha Condé. Ceux qui ont agi du côté de Mandiana savent de quoi je parle. Le même jour, il y a une réunion pour qu'on puisse prendre vite les dispositions pour que ce pont soit réparé. Mais la question que je me pose, les 100 milliards qui ont été inscrits dans le budget pour réparer ce pont en 2016, pourquoi ces 100 milliards ont disparu? En 2016, ces 100 milliards ont disparu parce qu'il y a une pratique que l'on ne dénonce pas assez. Mais en fin d'année, et nous sommes au mois de novembre, le mois de décembre approche, les budgets qui n'ont pas été entièrement décaissés pour certains travaux d'intérêt national, je reviendrai sur cette enquête. Eh bien, en fin d'année, souvent, ces budgets-là, on se les partage comme des cacahuètes. C'est ce qui s'est passé du côté de Mandiana. Sinon, ce pont, il a été programmé, la construction de ce pont a été programmée depuis 2015, quand le premier a cédé. L'alerte a été lancée par une entreprise qui évolue dans la zone, qui fait aussi dans l'engagement citoyen, qui préfinance certains travaux et après l'État le rembourse. L'entreprise a lancé l'alerte. 2015, parce que le premier avait cédé. On ne l'a pas fait, mais on dit quand même que dans la zone, c'est un fief du régime. Mais quand c'est un fief du régime, vous ne pouvez pas, pour une zone
qui a une frontière commune avec la Côte d'Ivoire, parce que ça va avec, ça donne lieu à Odioné, également avec le Mali. Vous ne pouvez pas, c'est une route qui connaît assez de trafic. Vous ne pouvez pas agir dans ce sens-là. Donc, moi, j'estime que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un début. Je m'attends à pire que ça. C'est un début. Et sous d'autres cieux, qu'on approche de la date fatidique. Sous d'autres cieux, et même dans ce pays, des journalistes ont vu, j'estime pire. Mais il y a un honneur qui m'a été rendu. Parce que c'est quand même la défense, le ministère de la Défense, qui porte plainte contre moi. Quel honneur, je vous en remercie. J'en suis comblé pour ce grade-là, parce que pour moi, c'est un avancement. Merci de m'avoir donné ce galon. Mais encore une fois, pour ceux qui pensent que ça va me clouer la gueule, ça va me clouer le bec, ça va m'empêcher d'aller fouiner, je vais fouiner. Et vous n'aurez pas ma source. Merci pour le soutien, merci pour la mobilisation. La date prévue pour le procès le 25, c'est fait à dessein. On sait pertinemment sur quel jour ça tombe. Je veux aussi profiter de l'occasion, avant de terminer, pour dire un grand merci à la presse nationale, mais aussi aux avocats, à la société civile, bien sûr, aux avocats, le bâtonnier, Maître Traoré, qui s'est déplacé lui-même, qui a décidé de venir parce que c'est un homme épris de paix qui tient beaucoup aux acquis en termes de liberté de la presse. Je dis merci, grand merci à Maître Biavogui, qui a fait montre d'un professionnalisme exemplaire. Dans ce pays, il y a encore des hommes de valeur. Je dis merci à Maître Tieno Suleiman Baldé, l'avocat des causes difficiles. Exactement. Qui est prompt à prendre sa voiture. Mais il est l'exemple de l'humilité, ce monsieur, franchement. Et à ceux qui jouent à l'hypocrisie intellectuelle dans ce pays, qui pensent que l'inaction, qui pensent que le silence face à ceux qui arrivent au groupe Adafaf, ceux qui m'arrivent, c'est une façon aussi d'agir, je leur dis que leur silence, leur inaction, c'est une forme de culpabilité. Parce que lorsque la machine dont je parle finira, et je suis sûr que si le bloc continue, elle n'y arrivera pas, mais si ça continuait, ces personnes qui ont gardé le silence, qui pensent que l'inaction peut leur profiter, eh bien vous vous trompez. Quand on tue la presse, on tue la liberté d'expression, on tue la liberté d'opinion, et c'est le pays qui ira mal. Lorsque des journalistes prennent le risque d'agir contre leur vie pour vous informer, vous devez les défendre. Au moment où je vous parle, ce procès a été diligenté. On a tellement vite programmé cette procédure contre ma personne que j'en suis étonné. J'ai été victime d'une attaque. Le procès ne s'est pas jusqu'à présent tenu. Des gens ont décidé de m'ôter la vie, qui ont été chez moi à la maison. Le jeune en question, il est encore à la maison centrale. Le procès peine à se tenir. Ses complices sont encore en cavale. Rien n'est fait pour les retrouver. Mais quand il s'agit d'un soi-disant atteinte, d'un soi-disant délit lié au secret de la défense, on est prompt à agir. Mais j'ose croire que la justice saura dire la vérité, le droit dans ce dossier. Rien que le droit. Je suis réconforté et mon moral, il est au beau fixe. Et merci donc à tous ces bonnes personnes qui sont mobilisées, surtout aussi à ces auditeurs qui étaient venus nombreux hier, aussi bien devant le PM3 que devant le tribunal de Mafanko. Merci donc à eux tous. On poursuit cette émission avec M. Boubacar Yassine Diallo, vice-président de l'INIDH. Il est en direct. M. Diallo, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bienvenue dans cette émission, doyen. Allez-y, Mohamed Mara. Oui, Monsieur Diallo, vous avez fait partie du Conseil national de la transition, dont la loi 002, mais aussi la loi 003 et même l'ancienne loi 004 relative à l'accès à l'information publique qui n'a jamais été malheureusement promulguée. C'est votre bébé. Mais si vous voulez, 7 ans après, quel est votre sentiment quand vous assistez à tous ces assauts, je pèse bien mes mots, à tous ces assauts contre la liberté de la presse et la liberté d'expression dans notre pays? Je voudrais commencer par dire que je n'étais pas membre du CNT. À l'époque, j'étais conseiller en communication du général Sekouba Konaté. Par contre, vous avez raison de dire autant pour moi. Vous avez raison de dire que j'ai été associé à tout ce processus de libéralisation et même de dépénalisation, comme en tant que conseiller du président, j'avais donné mon avis sur ces projets de loi et je suis triste comme la plupart de nos confrères, triste comme la plupart de nos auditeurs, déçu en même temps. Je suis triste parce que la libéralisation, vous l'avez rappelé,
a été obtenu grâce au décret du 20 août 2005, signé du général Lansana Conté. Deuxième chose, la subvention de 3 milliards nous a été accordée par un militaire, en l'occurrence le capitaine Dadis, et je suis triste que ce soit sous un régime civil que la presse commence à faire les frais de sa liberté. Cela me rend vraiment triste et j'espère que ce train machiavélique va s'arrêter sans délai. Monsieur Boubacar Yassine Diallo en direct dans cette émission. Antoine. Parlons du cas Moussa Moïse particulièrement. Quelle est votre réaction après toute cette procédure engagée depuis quelques jours? Je voudrais commencer par rectifier ce que j'entends de la bouche parfois de magistrats et plus exactement de juristes pour qui j'ai un énorme respect. La loi L002 évoque les sujets que le code pénal évoque. Mais comme le juriste Kaba a dit, la loi spécifique se soustrait de la loi générale. Autrement, on n'aurait pas pris une loi spécifique. Le code pénal, de l'article 538 à l'article 540, fait mention des infractions liées à la défense. Mais je voudrais dire que l'article 538 exige pour que ces objets, pour que ces écrits soient cachés, la mention mesure de protection pour restreindre leur diffusion. Si la mention mesure de protection ne figure pas sur ce document, il n'est pas classé. Ça, c'est l'article 538 qui le dit. Et jusqu'à l'article 540, on parle des crimes justement commis lorsqu'on veut détourner l'armée de sa mission régalienne. Mais je voudrais dire, contrairement à ce que j'ai entendu, c'est que dans la section 1 de la loi L02, qui fait mention de la provocation et de l'apologie, l'article 104 est clair. Il dit expressément tous ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 98, incitent les militaires et paramilitaires à se détourner de leurs devoirs républicains et à désobéir aux lois et règlements s'exposent aux peines prévues à l'article précédent. L'article précédent, c'est le 103, qui fixe l'amende entre 10 millions et 20 millions de francs guinéens et la fermeture du médium si le juge faisait établir le délit commis. Maintenant, l'article 98 qui est évoqué dit ceux qui, sans fondement, sans preuve, par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux, soit par les écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle. Je m'arrête là parce que nous sommes dans ce cas de figure. Donc c'est très clair. On ne peut pas dire que la loi 02 n'aborde pas cette question. L'article 104 le règle. Et d'ailleurs, je pense que le procureur s'est inscrit dans cette logique, parce que autrement, si l'article 538 à 40 qu'il avait, bon, la gendarmerie avait visé, je pense qu'il ne l'a pas pour le moment retenu, autrement, il aurait gardé le journaliste, il l'aurait mis en prison. Parce que les faits sont éminemment graves, au point qu'on ne peut pas laisser celui qui fait ça dehors. Je pense donc que le procureur s'est inscrit dans la logique de la loi 002 en faisant une citation directe, en vertu, je pense, de l'article 104. Je pense en tout cas que les avocats de Moussa Moïse devraient insister que sur l'article 104, tout le reste n'est que détail. Dernière question, Moussa. En Tamba. Alors, Président, vous l'exprimez si bien. On a choisi d'ignorer toutes ces dispositions légales parce que, a priori, elles sont connues. On choisit de les ignorer. On a vu le cas Gangan avec le coordinateur de ce média. On est avec le cas Espace. Il y avait, entre-temps, le cas Évasion. Face à tout cela, vous qui avez cette expérience que l'on vous connaît, que faut-il faire? Qu'est-ce que ça vous inspire et quelles actions est-ce qu'il faut prendre? Quelle va être la démarche à suivre pour éviter justement que cet acquis qu'est la liberté de la presse en Guinée puisse disparaître? On peut quand même constater le recul de la liberté de la presse. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Maintenant, je pense que
à quelque chose, malheur est bon. Parce que depuis 30 ans que je suis dans les médias en Guinée, je n'ai jamais vu une telle mobilisation de la presse lorsque des journalistes ont été inquiétés. Je pense que pour une fois, et d'ailleurs vous remarquerez que toutes les associations ont décidé dorénavant de parler que d'une voix, à travers soit une déclaration ou un communiqué, ou par des actions à mener. Je pense que cela, donc le fait qu'on s'acharne contre la presse, a permis de fédérer les associations de presse et derrière l'ensemble des journalistes. Je pense que c'est une force qui s'est créée et qui ne doit plus se laisser distraire. Parce que je pense qu'il y a aussi de petits sorciers dans les couloirs qui pensent pouvoir tout régler. La presse est un enjeu et lorsque sa vie est en danger, c'est un enjeu public, un enjeu national. Donc je pense que déjà la marche de colère qui a été organisée par l'ensemble de la profession est un signal fort. C'est déjà une action qui a mobilisé tous les journalistes et l'opinion publique nationale et internationale. Notre objectif n'est pas de décrédibiliser le régime, c'est attirer l'attention des pouvoirs publics sur le mal qui nous ronge et dont les auteurs se cachent dans les rouages de l'administration. Maintenant, vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense déjà que vous avez commencé. Cette marche était une bonne chose. La mobilisation qu'il y a eu autour de l'arrestation d'Aboubacar qui était totalement illégale, et c'est pour cela que moi je m'étais personnellement investi jusque devant le procureur parce que les avocats étaient en grève, et pendant des quarts d'heure, j'ai discuté avec le procureur sur la loi L02. J'ai remarqué qu'il avait la volonté de l'appliquer, donc il n'y a même pas eu trop de difficultés. Donc ensuite, je pense qu'il faut maintenir la pression, pas sur le pouvoir, mais sur tous les prédateurs de la liberté de la presse, où qu'ils se trouvent. Ils vont maintenant jeter le masque, parce que le temps est venu de jeter le masque. Tout le monde s'était caché derrière des administrateurs comme la RPT, ou parfois comme les impôts, ou parfois d'autres régies financières. Aujourd'hui, le masque tombe. Le procureur a le courage de faire interpeller des journalistes. Nous devons aussi avoir le courage de porter plainte contre tous les dépositaires de l'autorité qui violentent ou qui violent nos droits. Et d'ailleurs, tout à l'heure, à midi, à la cour d'appel, une plainte collective va être déposée contre des dépositaires de l'autorité. Je pense qu'il faut l'encourager. Et je voudrais dire qu'à partir de l'instant, tout journaliste victime doit pouvoir porter plainte. Tout acte illégal, unilatéral pris, tout acte administratif pris par une autorité, que nous soyons en mesure de l'attaquer devant la Cour suprême ou devant les tribunaux selon les cas. Et pour le reste, je me substitue pas aux associations. Il leur appartiendra de prendre les mesures convenues, mais qui respectent en même temps la loi et le droit. Monsieur Boubacar Yassine Diallo, en direct sur Espace. Merci, doyen, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.